Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Je viens de regarder la présentation Final Fantasy, il y a pas mal de choses à voir, je vais pas m'attarder sur chaque carte parce que j'ai pas envie que ça dure des heures. On a cette mécanique de Job Select qui est un genre d'arme vivante, donc quand l'équipement arrive, vous créez une 1-1 héros et vous lui attachez ça. Ces équipements qui ont ça, ils donnent un type de créature. Il n'y a pas énormément de synergie tribale dans l'extension, il y en a quelques-unes quand même. Donc celui de gauche, il donne le type clair, il est pas très intéressant. Par contre, cet équipement de droite, il donne le type sorcier. Et quand vous lancez un sort de non-créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. C'est assez sympa sur un équipement, c'est un effet qui est plutôt puissant pour 2 mana. Et c'est cool de l'avoir sur un permanent un peu difficile à détruire. Ensuite, on a déjà un équipement où il ne rappelle pas ce qu'est Job Select. La créature équipée est un chaman en plus des autres types. Et quand cette créature attaque, vous pouvez mettre une créature de votre main sur le champ de bataille. Si cette carte est un enchantement, elle arrive engagée et attaquante. Comme vous le savez, dans Final Fantasy, on a des créatures enchantements qui sont en général des sagas. Il y a des créatures sagas, on va en voir plus tard, et donc ça c'est un moyen de mettre des créatures gratuitement en jeu. Faut quand même investir pas mal de mana. Enfin, je dis que ça coûte pas mal de mana, mais c'est vrai que ça arrive équipé à une 1-1. Par contre, ça booste absolument pas la créature, donc ce sera juste une 1-1. On a Firion, alors c'est pas la même carte à gauche et à droite. À droite, ça fait partie de... comment ils appellent ça déjà? Je crois qu'ils appelaient ça les planches bonus, donc c'est des rééditions. Là, c'est SRAM, c'est juste un reskin de cartes existantes de Magic. La nouvelle carte, elle est à gauche. Firion, une 3-3 pour 3. Les créatures équipées que vous contrôlez ont célérité. Quand un équipement non jeton que vous contrôlez arrive, vous créez un jeton qui en est une copie, sauf qu'il a la capacité activée d'équipement de cette carte coûte 2 de moins à activer, et vous sacrifiez ce jeton au début du prochain entretien. Ça c'est rigolo et assez unique comme capacité, ça va tout simplement doubler les équipements que vous lancez, et il y a moyen de faire des tours assez cool, surtout que les créatures équipées ont célérité, donc vous pouvez directement utiliser ces équipements. Ça promet un deck assez explosif, assez agressif. The Darkness Crystal, il y aura un cristal par couleur, pour l'instant on connaît que le noir. Je suppose qu'ils auront tous la première ligne de texte, les sorts noirs que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, sauf que ce sera de la couleur du cristal évidemment. Et celui-là, il dit, donc je pense que les 2 autres lignes seront différentes sur les autres cristaux. Celui-là dit, si une créature non jeton qu'un adversaire contrôle devrait mourir, exilez-la à la place, vous gagnez 2 points de vie. Et pour 6 mana, vous mettez une créature exilée avec ce cristal sur le champ de bataille sous votre contrôle engagé avec 2 marqueurs +1/+1 supplémentaires. C'est franchement une très très bonne carte, les 2 premières lignes de texte sont excellentes, la capacité activée après c'est un peu bonus. Avoir quelque chose qui, contre les decks sacrifices, sur une carte de rampe, que vous allez vouloir dans votre deck quoi qu'il arrive, c'est vraiment très très bon pour le commandeur. C'est même un peu chiant pour le commandeur d'avoir comme ça une carte qui contre certains decks, qui est en même temps un staple de rampe. Même si 4 mana, tout le monde n'a pas forcément envie de rampe pour 4 mana. Combiné à ce deuxième effet qui est en plus du gain de points de vie, je trouve ça vraiment bien moi. Et j'ai hâte de voir les autres couleurs. Ils ont présenté un nouveau type de terrain, le type village, je suppose. Ils ont comparé ça au type porte, c'est-à-dire qu'en lui-même, le type ne sert à rien, mais il y aura des cartes après qui synergisent avec. Donc celui-là, il donne juste 2 points de vie quand il arrive, c'est un terrain qui existe déjà sous d'autres noms. On a déjà vu ça. Il y en a un autre, par contre, qui est beaucoup plus intéressant, c'est Zanarkand, ancienne métropolis, qui est un terrain avec une aventure. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait plus ou moins tous. On a eu quelques fois de la part de Magic des teasings de terrain qui auraient une aventure. Et ils ont annoncé ici qu'il y avait un cycle de terrain-aventure. Il n'y aura que 5 terrains qui ont une aventure dans cette extension. C'est pas vraiment quelque chose de très commun pour le moment. Donc c'est un terrain qui arrive engagé, qui s'engage pour un mana vert. Et l'aventure, pour 6 mana, vous faites une 1-1 héros. Et vous lui mettez un marqueur +1/+1 pour chaque terrain que vous contrôlez. J'imagine que tous ces terrains-aventure, ils auront une aventure qui coûte beaucoup de mana. Parce que sinon ça pose un peu des problèmes en termes de design, même si pas forcément. Ça peut être intéressant, par exemple un terrain qui aura une aventure à 1 mana. En tout cas, ça fait beaucoup penser au MDFC. Je pense que vous savez à quel point c'est utile dans le deck building, les MDFC, et voilà, c'est exactement pareil. Voici Kain, une 2-4 pour 3. Pendant votre tour, il a le vol. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur prend le contrôle de Kain. S'il le fait, vous piochez autant de cartes et vous créez autant de jetons trésors engagés. Puis, vous perdez autant de points de vie. Alors ça ressemble pas mal à une carte de commandeur. J'ai du mal à imaginer ça dans un vrai format. Ça promet des decks très amusants à coup de j'incite mon commandant et du coup, je me fous de ce qui se passe après. Après, vous le récupérez jamais. Bon, il y a toujours un moyen de récupérer son commandant. Gilgamesh, une 6-6 pour 6, mono rouge. Quand il arrive ou qu'il attaque, vous regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre d'équipements parmi eux sur le champ de bataille. le reste en dessous de votre bibliothèque, et quand vous mettez un ou plusieurs équipements sur le champ de bataille de cette manière, vous pouvez en attacher un à un samouraï que vous contrôlez.
Alors je doute beaucoup qu'il y ait un thème samouraï dans l'extension, c'est juste parce que lui c'est un samouraï, et ils ont dit que vous pouvez combiner ça à des samouraïs de Kamigawa si vous voulez faire un tribal samouraï, même si il se suffit à lui-même. Donc il y a clairement un gros thème équipement dans ce set Final Fantasy, je pense que vous avez remarqué. Bartz et Boko, une 4-3 pour 5, affinité pour les oiseaux. Quand ils entrent, chaque autre oiseau que vous contrôlez inflige des blessures égales à sa force à une créature qu'un adversaire contrôle. Alors je ne comprends pas cette carte, je ne sais pas ce qu'elle fait là, je ne sais pas qui jouerait ça, pourquoi on ferait un tribal oiseau en mono vert, alors il n'y a pas tellement d'oiseaux verts. C'est pourri, pire carte que j'ai jamais vue, mais il est mignon. Je parle de l'oiseau, bien sûr, même si Bart c'est pas mal non plus. Voici une créature saga, je vous en parlais tout à l'heure. C'est Invocation Esper Valigarmenta. Une 3-3 pour 4, vol, célérité. C'est très bien célérité sur ces créatures, puisqu'évidemment, elles durent pas longtemps, donc on a envie d'en profiter le plus longtemps possible. Premier chapitre, vous exilez un éphémère rituel depuis chaque cimetière. Ok, j'avais pas compris la carte la première fois que je l'ai vue, j'avais pas compris c'était chaque cimetière. Ok, on parle alors. J'avais vraiment pas pigé la carte là ça me régale. C'est une carte de commandeur d'ailleurs. Hein. Quand vous voyez le petit logo Chocobo en bas à droite, c'est que c'est l'extension commandeur. Donc vous exilez un éphémère rituel de chaque cimetière, et pour les 3 autres chapitres, vous ajoutez un mana rouge pour chaque marqueur sapiens sur cette saga, puis vous pouvez lancer un éphémère rituel exilé par cette saga, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. C'est vraiment drôle comme sort et c'est plutôt fort, même si ça exilait pas d'éphémère rituel, juste t'ajouterais 2 mana, puis 3 mana, puis 4 mana, c'est un peu un sort de rampe au final. Terra Magical Adept, une 4-2 pour 3. Quand elle arrive, vous meulez 5 cartes, vous pouvez mettre jusqu'à un enchantement meulé de cette manière dans votre main, et vous pouvez la transformer pour 6 mana. Quand elle est transformée, c'est une créature saga, le premier, deuxième, troisième chapitre, vous créez un jeton qui est une copie d'un enchantement non légendaire que vous contrôlez, il gagne célérité, si c'est une saga, vous pouvez lui mettre jusqu'à 3 marqueurs sapiens dessus, et vous le sacrifiez au début de votre prochaine étape de fin. Quatrième chapitre, vous ajoutez 2 manas de chaque couleur, vous exilez Esperterra et vous la renvoyez sur le champ de bataille, donc elle va pouvoir refaire son arrivée en jeu. Donc vous avez compris, vu qu'elle ajoute 2 manas de chaque couleur, ça veut dire que son identité couleur c'est 5 couleurs, ce qui en fait un nouveau commandant enchantement, et plus largement un commandant saga, puisque faire arriver une saga et lui mettre directement 3 marqueurs, ça veut dire que vous faites tous les effets de la saga d'un coup. Vous sautez pas d'effets sur une saga si vous mettez plusieurs marqueurs, donc ça rend cette carte vraiment très forte dans un deck saga, et ça fait son propre deck saga surtout. De quoi faire de la concurrence à Tom Bombadil, très bonne créature. Une autre créature qui se transforme, c'est Kefka, une 4-5 pour 5. Quand il arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte, puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Pour 8 mana, chaque adversaire sacrifie un permanent de son choix, puis vous transformez Kefka. Et de l'autre côté, c'est une 5-7 vol, quand un adversaire perd des points de vie pendant votre tour, vous piochez autant de cartes. C'est un des textes les plus stupides que j'ai jamais vu, j'ai jamais rien vu d'aussi simple pour piocher. Juste tu fais perdre des points de vie à tes adversaires, tu pioches. Il doit y avoir des combos infinis avec ça. Par exemple, quand tu pioches, t'infliges des dégâts à tes adversaires, bon bah voilà, t'as tué tout le monde. Mais bon, ça coûte beaucoup de mana, hein. C'est 5 mana à la créature, 8 mana pour le retourner. Donc ça promet un commandant à la fois très fort et très chiant. Traveling Chocobo, ça va être une carte très importante dans le set. C'est une 3-2 pour 3, donc je vous dis d'abord l'effet, ensuite je vous en dis plus. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque n'importe quel moment, vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts d'oiseaux depuis le dessus de votre bibliothèque, et si un terrain ou un oiseau que vous contrôlez qui arrive sur le champ de bataille devait causer une capacité déclenchée, alors elle se déclenche une fois supplémentaire. Ce que ça veut dire en gros, c'est que ça double vos effets touche-terre. Donc c'est une méga staple de deck touche-terre et de deck oiseau, mais c'est moins commun. C'est également une source de cartes d'avantage de pouvoir jouer des terrains du dessus de la bibliothèque. Donc je pense que ça va être une carte très jouée. Pouvoir doubler les arrivées sur le champ de bataille des terrains juste pour 3 manas, c'est quand même vachement bien. Ensuite, ce qui rend cette créature spéciale, c'est qu'elle existe en plusieurs versions. Vous en avez de 5 couleurs différentes, en comptant le noir qui n'est que en japonais. Et vous avez en plus la carte Chocobo dorée, qui n'existe qu'en 77 exemplaires, puisque la carte vient de FF7. Voilà, ça c'est la carte que tout le monde va vouloir ouvrir, qui va coûter des milliers d'euros. Miam miam. Seulement disponible dans les boosters collector anglais, faites attention, même si de toute façon vous avez aucune chance de l'ouvrir, donc prenez pas des boosters anglais juste pour ça. Un des seuls personnages de Final Fantasy que je connais, Cloud, Midgar Mercenary, quand il arrive, vous cherchez dans votre bibliothèque un équipement, vous le mettez dans votre main, et tant qu'il est équipé, si une capacité déclenchée de Cloud ou d'un équipement que vous contrôlez se déclenche, elle se déclenche une fois supplémentaire. Encore un moyen de doubler des déclenchements, et c'est hyper fort. Enfin, hyper fort. En tout cas, c'est hyper drôle de doubler les déclenchements des équipements. Ça double par exemple toutes les Sword of, toutes les épées de Mirodin, tous les trucs qui disent quand la créature équipée inflige des blessures, piochez une carte, ou faites ceci, faites cela. C'est un effet unique, c'est une créature assez sympa, hein, 2-1 pour 2, pour un tutor d'équipement, et cette capacité
Je doute pas qu'il sera beaucoup joué. Staple de deck équipement, et même en tant que commandant, ça fait un super commandant. Donc ouais, Cloud, à surveiller. Et que serait Cloud sans son meilleur ami, Sephiroth? Et oui, ils sont inséparables comme les 10 doigts de la main, ceux-là. Sephiroth, c'est une 3-3 pour 3. Quand il arrive ou qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous le faites, piocher une carte. Quand une autre créature meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Si c'est la 4e fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, vous transformez Sephiroth. De l'autre côté, c'est une 5-5 vol. Quand cette créature se transforme en Sephiroth, enfin au moment où elle se transforme, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'une créature meurt, l'adversaire ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Quand il attaque, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre d'autres créatures. Si vous le faites, piocher autant de cartes. Alors il ne devient pas 1 million de fois plus puissant en se transformant, et tant mieux parce que c'est quand même assez simple de faire mourir 4 créatures en un tour. Mais cet emblème, le fait qu'il crée un emblème c'est quelque chose, c'est impossible d'interagir avec. Une fois que vous avez un emblème, vous l'avez pour toujours. Donc avoir un emblème avec une capacité aussi pratique, c'est une capacité que vous voulez forcément dans un deck sacrifice, ça rend Sephiroth vraiment très très bien. Ça, il me semble que c'est la petite amie de Sephiroth, c'est Aerith Genbo. Je rigole, c'est bon. Bon, c'est une 2-2 lien de vie. Quand vous gagnez des points de vie, vous lui mettez un marqueur +1/+1. Et quand elle meurt, vous mettez X marqueur +1/+1 sur chaque créature légendaire que vous contrôlez, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur Aerith. Voilà, c'est un petit twist assez sympa à la mécanique de gain de points de vie. Vous allez vouloir gagner des points de vie et éventuellement sacrifier Aerith et avoir plein de créatures légendaires, comme vous voulez. Ou sinon, vous faites juste un deck gain de points de vie et marqueur +1/+1. C'est vous qui voyez. On a 2 cartes Tifa qui ont été révélées. La première est mono vert, elle coûte 2 mana, c'est une 1-2 piétinement. Quand un terrain que vous contrôlez arrive, vous doublez la force de Tifa jusqu'à la fin du tour. Donc à chaque fois, ça va être doublé si vous faites arriver... j'ai pas envie de faire le calcul en fait. Donc si vous faites arriver plein de terrains, elle va avoir une force gigantesque. Voilà ce qu'il faut retenir. Et l'autre Tifa, c'est le commandant secondaire du deck Cloud Commander. Elle a la mêlée, donc quand cette créature attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué ce combat. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez avec une force de 7 ou plus inflige des blessures de combat à un joueur, dégagez toutes les créatures que vous contrôlez, et si c'est la première phase de combat, il y a une autre phase de combat ce tour. Voilà, un bon gros deck de bourrin, comme on aime. Squall, Seed Mercenary, 3-4 pour 4, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque seule, elle gagne double initiative jusqu'à la fin du tour. Et quand Squall inflige des blessures de combat à un joueur, vous renvoyez un permanent de valeur de mana 3 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille. J'aime bien cette capacité, dans la présentation, ils ont dit que c'était permanent non terrain, mais sur la carte il y a écrit permanent tout court, donc je suppose qu'il faut plutôt faire confiance à ce qu'il y a écrit sur la carte. Pouvoir renvoyer un terrain à chaque fois qu'il tape, et bah rien que ça c'est pas mal. Et du coup, s'il attaque tout seul, vous lui mettez double initiative, et ça va se déclencher 2 fois, c'est très pratique. Rinoa RTD, quand elle arrive, vous créez le jeton qui est à droite, et quand elle attaque, une autre créature que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, pour chaque créature que vous contrôlez. Pour 5 mana, c'est pas génial, ça fait un petit deck jeton sympa, mais c'est normal, c'est qu'une Unco. En parlant d'Unco pas ouf, Ultimecia Time Sorceress, une 4-5 pour 5, quand elle arrive ou qu'elle attaque, vous surveillez 2, et au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 8 mana, exiler 8 cartes de votre cimetière, si vous le faites, vous transformez Ultimecia. De l'autre côté, c'est une 7-7 menace, et quand elle se transforme, vous prenez un tour supplémentaire. Si on oublie le tour supplémentaire, qui est quand même vachement cher et difficile à setup, c'est complètement nul comme carte. Mais si vous arrivez à avoir un tour supplémentaire, bah écoutez, c'est que vous avez bien ramp et bien rempli votre cimetière, donc vous l'avez mérité, je pense. Kuja, c'est une 3-4 pour 4. Au début de votre étape de fin, vous faites une créature engagée 0-1 sorcier, avec, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, ce jeton inflige une blessure à chaque adversaire. Puis si vous contrôlez 4 sorciers, vous transformez Kuja. De l'autre côté, c'est une 4-6, et si un sorcier que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, il inflige le double à la place. Vu que c'est lui-même un sorcier, il va se transformer assez rapidement, donc il double les dégâts que font ces petits jetons, ce qui est pas mal du tout. Si vous arrivez à en cumuler quelques-uns, ça peut être fort, mais évidemment, ça risque d'être un deck tribal sorcier, et juste en attaquant, vous allez doubler les dégâts de vos sorciers. C'est d'autant plus facile de le transformer si vous jouez un tribal sorcier. Plutôt effrayant, ouais. Vivi, c'est une 0-3 pour 3. Pour 0, vous ajoutez X mana de n'importe quelle combinaison de couleurs, bleu ou rouge, X étant la force de Vivi. Vous l'activez qu'une seule fois par tour, et que pendant votre tour. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Vivi, il inflige une blessure à chaque adversaire. Donc c'est un genre de super prouesse, et cette capacité là qui s'active pour 0, c'est probablement qu'il y a des combos avec ça, même si c'est pas facile à faire, parce que si vous blinkez Vivi, et ben il revient en 0-3. Ce qui est sûr, c'est que si vous laissez cette carte sur le champ de bataille plus d'un tour, vous êtes foutu. Vous pouvez laisser le joueur de Vivi faire ses trucs un tour, ajouter plein de mana et refaire plein de trucs. Au tour d'après, si vous n'avez pas tué Vivi, vous êtes foutu, voilà. Et la carte à côté qui a rien à voir, mais où il y a aussi Vivi dessus, c'est Fire Magic. Alors,
Elle est quand même assez intéressante puisque c'est un éphémère pour 1 mana et c'est une nouvelle mécanique, c'est tiered, c'est-à-dire vous choisissez un coup supplémentaire. Donc soit vous payez 0 supplémentaire, donc juste pour 1 mana ça inflige une blessure à chaque créature, pour 3 mana ça inflige 2 blessures à chaque créature, et pour 6 mana ça inflige 3 blessures à chaque créature. C'est pas très fort mais ça a le mérite de nous présenter la mécanique. Yuna, une 3-5 pour 5, pendant votre tour Yuna et les créatures enchantement que vous contrôlez ont piétinement, lien de vie et parade 2. Au début de votre étape de fin, vous renvoyez jusqu'à un enchantement depuis votre cimetière sur le champ de bataille avec un marqueur fatalité. C'est les bonnes couleurs pour jouer créature enchantement, j'aime bien qu'il y ait cette petite protection et des mots-clés très intéressants aussi sur la première ligne de texte. Et puis le côté réanimation de créature enchantement, non même pas de créature enchantement, c'est envoyer un enchantement, donc vous pouvez juste jouer un deck enchantement, vous vous meulez et puis vous en renvoyez gratuitement sur le champ de bataille. L'invocation de Bahamut, alors ça c'est de la grosse carte, hein, c'est une 9-9 pour 9, une créature saga. Les 2 premiers chapitres, vous détruisez jusqu'à 1 permanent non-terrain. 3e chapitre, vous piochez 2 cartes. Et 4e chapitre, cette créature inflige des dégâts égaux à la valeur de mana totale des autres permanents que vous contrôlez à chaque adversaire. Alors si les 3 premiers effets valaient pas vraiment 9 mana, le 4e, ouais. Le fait que ce soit la valeur de mana des autres permanents, ça fait que c'est pas forcément très élevé comme chiffre. Ça risque d'infliger beaucoup de blessures, bien sûr. Mais avoir une grosse valeur de mana totale parmi les permanents, si c'est le cas, si vous êtes peut-être en train de gagner. Il y a moyen, évidemment, de tourner autour de cette carte, mais en commandeur, ça sera juste une carte de votre deck. Donc vous n'allez pas juste jouer un deck affinité pour pouvoir finir avec Bahamut. En plus, c'est le 4e chapitre, donc c'est assez honnête comme carte, je trouve. Ceci dit, c'est une créature enchantement incolore, je sais pas si on a déjà vu ça. Hein. En parlant de cartes débiles, Absolute Vertu, 8-8 pour 8, ce sort ne peut pas être contrecarré, vol. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Et ça peut être votre commandant, si vous voulez. Si vous avez envie d'être totalement invulnérable, ça peut être rigolo. Vous subissez pas de blessure de combat, vous pouvez pas être ciblé, pas enchanté, on peut rien vous faire. Par contre, Absolute Vertu, lui, on peut le tuer. Mais si vous commencez à donner protection à Absolute Vertu, alors là, vous êtes intouchable, il est intouchable, c'est rigolo. C'est une ligne de texte amusante, mais est-ce que ça sert vraiment? On verra. Chantoto, une 0-4 pour 3, quand vous lancez un sort non créature, elle gagne plus X+0, X étant la quantité de mana que vous avez payé pour lancer ce sort, et si X est 4 ou plus, piochez une carte. Alors là, il n'y a pas de moyen de tricher, il faut payer 4 mana en lançant un sort pour piocher une carte avec ce commandant, c'est très honnête. Balkier et Fran, 4-3 pour 3, portée. Les véhicules que vous contrôlez ont +1/+1, ont vigilance et portée. Quand un véhicule piloté par Balkier et Fran ce tour-ci attaque, si c'est la première phase de combat du tour, vous pouvez payer 3 mana si vous le faites. Après cette phase, il y a une autre phase de combat. Deck véhicule rouge-vert, c'est pas commun. Je sais pas si ça existe d'ailleurs. Bon, c'est sympa. On n'a pas encore vu de véhicule dans cette extension, que je sache. Est-ce qu'il y aura un vrai thème véhicule? Qui peut le savoir? Probablement qu'il y en aura, hein, sinon ils auraient pas fait toute une carte qui est inutile dans l'extension, je pense. Donc ça présage des futurs véhicules. Lightning Army of One, une 3-2 pour 3. Initiative piétinement lien de vie. Quand elle inflige des blessures à un joueur jusqu'à votre prochain tour, si une source devait infliger des blessures à ce joueur ou à un permanent que ce joueur contrôle, il inflige le double de ses blessures à la place. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire sur cette carte, je pense que c'est une des meilleures que j'ai vues de l'extension pour le moment. Déjà, elle a initiative, ce qui veut dire que ça va être la première à faire des dégâts au combat. Donc elle va taper, puis toutes vos créatures vont taper après, et du coup leurs dégâts seront doublés. Ensuite, ça double les dégâts jusqu'à votre prochain tour, donc si les adversaires attaquent le joueur que vous avez attaqué, eux aussi ils feront le double de dégâts. Et tout ça pour seulement 3 mana, donc c'est vraiment stupide comme carte. Je pense que c'est sincèrement trop fort. Trop fort. C'est le retour de Meld juste pour ces 2 cartes de l'extension. Ils ont amené la mécanique juste pour 2 cartes parce qu'ils ont dit que c'était parfait pour ces 2-là. C'est Fang et Vanille. Alors Fang, à chaque fois qu'une carte ou plus quitte votre cimetière, vous piochez une carte, vous perdez 1 point de vie, et ça se déclenche qu'une seule fois par tour, c'est déjà pas mal. Et quand Vanille arrive, vous meulez 2 cartes, puis vous envoyez un permanent depuis votre cimetière dans votre main, et au début de votre première phase principale, si vous contrôlez et que vous possédez Fang et Vanille, vous pouvez payer 5 mana pour les meld ensemble. Et de l'autre côté, ça fait Ragnarok, une 7-6 vigilance menace piétinement portée célérité, et quand il meurt, vous détruisez un permanent et vous renvoyez une carte non légendaire depuis votre cimetière sur le champ de bataille. C'est rigolo, je suppose qu'ils peuvent pas être joués tous les deux en tant que commandant. Ce serait bien qu'ils mettent ça à jour, que ce soit comme pour le partenariat quoi. C'est rigolo, mais ça rend le truc assez improbable quand même, d'avoir ces 2 cartes sur le champ de bataille et de pouvoir payer 5. Hildibrand Manderville. Alors, si vous avez la ref, c'est très très drôle. Moi je l'ai pas, mais tous les fans de Final Fantasy ont ri en voyant cette carte. C'est une 2-2 pour 2. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1.
Et quand il meurt, vous pouvez le lancer depuis votre cimetière en tant qu'aventure jusqu'à la fin de votre prochain tour. Son aventure, pour 3 mana, vous faites un zombie de 2. En éphémère. Oh, c'est sympa. Et le fait qu'il donne +1/+1 aux jetons, ça peut faire un deck jeton assez rigolo. Vous pouvez sacrifier le Dibrand, le relancer pour avoir un jeton, le relancer lui, le sacrifier, faire un jeton. C'est marrant qu'ils reviennent toujours. Ishtolarul, une 3/5 pour 6, c'est vrai que ça se prononce pas comme ça. Je crois que pendant la présentation, ils ont prononcé ça Yastola. Moi, on m'a dit Yashtola, donc je sais pas. Appelons-la Birenis. Au début de votre étape de fin, vous exilez une créature que vous contrôlez, vous la renvoyez sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Et si c'est la première étape de fin du tour, il y a une autre étape de fin après cette étape. C'est la première carte du jeu qui double les étapes de fin. On avait ça pour à peu près tout, à part ça. Donc super, vous pouvez faire un deck Blink, puisque évidemment elle va se déclencher 2 fois, puisqu'il y a 2 étapes de fin. Vous allez Blink un truc 2 fois, c'est un peu une super tassa. Et en même temps, vous pouvez faire un deck où vous jouez plein d'effets qui se déclenchent à l'étape de fin. J'ai pas étudié ce qu'on peut faire avec ça, mais nul doute que les joueurs vont trouver des trucs rigolos à faire. Invocation de Primal Odin. Alors, il y a une ligne de texte assez effrayante là-dessus. C'est une 5/3 pour 6. Premier chapitre, vous détruisez une créature qu'un adversaire contrôle. Deuxième chapitre, cette créature gagne à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur. Ce joueur perd la partie. Et troisième chapitre, vous piochez 2 cartes et chaque joueur perd 2 points de vie. C'est ça qui est effrayant. Non, je rigole. Donc ouais, si cette créature vous touche à partir de son deuxième marqueur, vous êtes mort. Mais elle est sacrifiée au troisième marqueur puisque c'est une saga. Par contre, on peut retirer des marqueurs pour la faire durer plus longtemps. Et la deuxième capacité, c'est pas jusqu'à la fin du tour. Donc si tu mets la deuxième capacité et que tu retires un marqueur, elle l'a toujours, pour toujours. Donc si cette créature reste sur le champ de bataille, attention. Zodiark, une 5/5 pour 5 indestructible. Quand il arrive, chaque joueur sacrifie la moitié des créatures non-dieux qu'il contrôle, arrondi à l'inférieur. Et quand un joueur sacrifie une autre créature, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Zodiark. Je trouve pas ça très intéressant comme créature, pas grand chose à dire. Et Metzelch, une 3/4 pour 4, les sorts que vous lancez depuis le cimetière coûtent 2 de moins. Quand un adversaire ou plus perd des points de vie, vous pouvez lancer un éphémère rituel depuis votre cimetière. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, vous l'exilez à la place et vous le faites qu'une seule fois par tour. C'est plutôt fort, hein, c'est assez trivial de faire perdre des points de vie aux adversaires, ils peuvent les perdre de n'importe quelle manière. Même s'ils s'attaquent entre eux, ils vont perdre des points de vie, ça va déclencher cet éventuel commandant. D'ailleurs, c'est une carte de commandeur, donc oui, ce sera votre commandant. Et vous n'avez pas à respecter la restriction de rituel, puisque ça fait partie de la résolution de la capacité de lancer le rituel. Donc vous pouvez lancer un rituel à n'importe quel moment avec cette capacité. Et vu que les sorts coûtent 2 de moins à lancer depuis le cimetière, bah, il y a de quoi bien s'amuser. Noctis, une 4/3 pour 4, lien de vie. Vous pouvez lancer des sorts d'artefacts depuis votre cimetière en payant 3 points de vie, en plus de payer les autres coups. Et si vous lancez un sort de cette manière, cet artefact arrive avec un marqueur fatalité. C'est une capacité hyper forte si vous arrivez à contourner un peu ce truc des 3 points de vie, même si c'est pas non plus dramatique de payer 3 points de vie. Même avec les marqueurs fatalité, il y a sûrement des trucs de fou à faire avec ce commandant. J'aurais peur à votre place. Ardyn, l'usurpateur, une 4/4 pour 8. Les démons que vous contrôlez ont menace, lien de vie et célérité. Au début du combat pendant votre tour, vous exilez une créature depuis un cimetière, n'importe lequel. Et si vous avez exilé une carte de cette manière, vous en faites une copie qui est une 5/5 démon. Qui du coup aura menace, lien de vie et célérité. Donc il y a de quoi faire un deck très très marrant avec ça. Vous pouvez mettre à peu près n'importe quelle créature dans le deck. Pour en faire une copie 5/5 démon, vous vous meulez, vous allez prendre des bonnes créatures comme ça. Alors il faut beaucoup ramp pour arriver à jouer Ardyn. Vous pouvez aussi prendre des créatures de vos adversaires, hein, comme c'est écrit. Je trouve que la capacité est assez honnête pour 8 mana quand même. Gilles, une 2/2 pour 3. Quand elle arrive, vous renvoyez jusqu'à un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire. Et pour 5 mana, vous l'exilez, vous la transformez. De l'autre côté, c'est une créature saga. Les 2 premiers chapitres, une créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Troisième chapitre, vous engagez tous les terrains que vos adversaires contrôlent, vous exilez Shiva, vous la renvoyez sur le champ de bataille. Du coup, elle va répéter son effet d'arrivée en jeu. Rien que le premier effet, c'est jouable dans un deck Blink, hein, pouvoir renvoyer un permanent non-terrain pour 3 mana sur une créature, c'est cool. La saga de l'autre côté, je suis pas convaincu, je trouve pas ça très utile. Mais si vous avez rien de mieux à faire, alors vous pouvez faire ça. Clive, 5/5 pour 6. Quand il arrive, vous pouvez vous défausser de votre main et piocher des cartes égales à votre dévotion au rouge. Également pour 6 mana, vous pouvez l'exiler, le renvoyer sur le champ de bataille, transformer. Premier chapitre, il se bat contre une autre créature, c'est une 9/9 de l'autre côté. Et chapitres 2 et 3, vous gagnez 3 mana rouges. Puis, s'il a 3 marqueurs ou plus sur lui, vous l'exilez, vous le renvoyez sur le champ de bataille. 3 marqueurs sapiens. Mono rouge dévotion, c'est plutôt intéressant. Hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Et pour finir, ils nous ont présenté Seed Timeless Artificer, une carte assez spéciale puisqu'elle existe en 15 illustrations différentes, puisque c'est un personnage récurrent de la série Final Fantasy à partir du 2, donc il y a une illustration pour chaque Final Fantasy, à part le 1 où il n'apparaissait pas. Un deck peut avoir n'importe quel nombre de cartes qui s'appelle Seed Timeless Artificer, donc autant vous dire que rien que lui, ça va être une source de bonheur pour les collectionneurs.
Vous allez vouloir collectionner les 15 seeds, évidemment. C'est une 4-4 pour 4, il a recyclage pour un blanc, un bleu. Les créatures artefacts et les héros que vous contrôlez ont +1/+1 pour chaque artificier que vous contrôlez et chaque artificier dans votre cimetière. Donc il est légendaire, vous ne pouvez avoir qu'un seul seed sur le champ de bataille, c'est pour ça qu'il a recyclage. Parce qu'une fois que vous avez un seed sur le champ de bataille, vous allez mettre les autres seeds dans votre cimetière, peut-être avec le recyclage, vous en défaussez, vous faites ce que vous voulez, et vos créatures artefacts et vos héros vont avoir un gros boost. C'est la première fois qu'on a une créature légendaire qui peut être jouée autant de fois qu'on veut dans un deck. Ça fait que en tant que commandant, vous allez avoir un site dans la zone de commandement et plein de sites dans votre deck, ce qui rend le deck vraiment unique. Voilà, c'est tout pour ces spoilers Final Fantasy, j'espère que ça vous a plu. J'ai nul doute qu'on va se retrouver bientôt pour plus de cartes à présenter. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci infiniment à vous. Songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir. Cliquez sur rejoindre juste en dessous pour voir les avantages. Je peux améliorer un de vos decks ou créer un deck de A à Z. Abonnez-vous, ça c'est gratuit et je vous dis à bientôt.